Aujourd'hui, la scientifique que vous allez voir est unique en son genre et va chambouler vos idées reçues. On ne devrait pas vous surnommer femme savante, mais jolie femme savante. C'est très aimable à vous. Si je suis plus intelligente que vous, c'est vrai que je vous mets la pression. Une fois nés, nous sommes tous destinés à mourir. Il y a une maladie que tout le monde connaît, le diabète, qu'on ne vaine pas en affamant les cellules cancéreuses. Vous chamboulez nos idées reçues sur les femmes scientifiques. Mais pourquoi rajouter le mot femme devant scientifique? C'est de la discrimination. Parce qu'on vit dans un monde d'hommes. Désolée, mais je ne vois pas quand même l'intérêt. Dans ma région, la coutume favorise les hommes. Il ne faut pas faire les choses pour les autres, mais pour soi-même. Un problème scientifique resté sans réponse pendant 50 ans a été résolu par elle et son équipe en seulement 6 mois. Si j'ai un talent, je dois le développer et il faut voir ce qu'on a accompli. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Magistral. Vous regardez Magistral, c'est la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je m'appelle Sabening, bienvenue. Parmi les dernières émissions que nous avons enregistrées, il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié, donc inutile de me piéger. Récemment, nous avons fait venir des scientifiques chinois et étrangers qui sont des pointures dans leur domaine. Mais aujourd'hui, notre invité est spécial, en premier lieu, parce que c'est une femme. Quand je vous dis femme scientifique, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Moi, je pense tout de suite à Marie Curie, c'est ma référence scientifique féminine depuis des années. Les femmes scientifiques sont rares et on a d'elles une image plutôt austère. Mais la scientifique invitée aujourd'hui va chambouler vos idées reçues. En biologie structurale, les professionnels du monde entier se sont penchés pendant plus de 50 ans sur un problème qu'elle et son équipe ont résolu en seulement 6 mois, alors que la moyenne d'âge de l'équipe était de moins de 30 ans. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît notre invitée d'aujourd'hui, Yan Ning, enseignante à la faculté de médecine de l'université de Tsinghua. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On ne devrait pas vous surnommer femme savante, mais jolie femme savante. Merci. Et moi, je vais vous appeler Ning Ning. Bon, très bien, appelez-moi comme ça. Merci. Asseyez-vous. Des fois, j'ai l'impression que les scientifiques font des blagues qu'on a un peu du mal à comprendre. Jaoui peut très bien y répondre. Monsieur Zhao? Oui. Ah bon? On se chamaille souvent. Vous allez vraiment à l'encontre de nos idées reçues sur les femmes scientifiques. En fait, je suis particulièrement contre ce genre de qualificatif. C'est parce que quand on vous appelle femme scientifique, vous trouvez que c'est un qualificatif péjoratif? C'est de la discrimination et je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Vous ne le dites sûrement pas de façon malveillante, mais si par exemple, moi je vous appelais le beau présentateur au lieu de vous appeler par votre nom, vous n'auriez pas l'impression que j'accorde plus d'importance à votre physique qu'à votre professionnalisme? Pas du tout, j'aimerais bien qu'on m'appelle comme ça. Ça fait des années qu'on ne m'a pas appelé beau présentateur. Ma mère vous trouve très beau, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Malheureusement, il y a peu de spectateurs comme elle, donc... C'est comme si on ignorait totalement vos capacités pour se focaliser uniquement sur votre physique. Ce n'est pas franchement agréable. Donc, à partir d'aujourd'hui, eh bien, nous appellerons tous les scientifiques qui participeront à notre émission, entre parenthèses, les hommes scientifiques. Bien. Et moi, je suis un homme animateur. C'est pas un peu bizarre? N'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi ajouter le mot femme devant scientifique? C'est vrai. Bon, allez, passons à un sujet plus sérieux.
Votre profession, la biologie structurale. De quoi s'agit-il? Eh bien, à peu près tout ce que vous voyez, c'est de la structure. Vous voyez, ce plateau est rond et cette table est en demi-cercle. Le visage de cette personne est plutôt rond, celui de cette personne est allongé, etc. La longueur de vos cheveux, tout ça, c'est de la structure. Vous travaillez sur les membranes plasmiques et plus particulièrement sur les transporteurs de glucose. Tout à fait exact. C'est bien ça? Oui, mais on voit que vous avez du mal. Oui, j'ai dû tout apprendre par cœur. En fait, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Le glucose, vous connaissez? Beaucoup de spectateurs ici doivent savoir. Par exemple, Ça peut être des perfusions pour nous redonner de l'énergie? oui, c'est pour nous redonner de l'énergie, n'est-ce pas? Oui. Et comment obtient-on le glucose? Tout à l'heure, vous avez dit, pourquoi ne pas manger directement du glucose? Vos goûts sont vraiment bizarres. Mais non, c'est parce que si j'en prends, on ne mange pas du glucose directement. Qu'est-ce que le riz? Le riz, eh bien, dedans il y a de l'amidon, non? Et puis il y a du maltose, c'est ça? Continuez. Et une fois qu'on le digère, ça devient du glucose qui nous donne de l'énergie. Très bien. Mais comment on produit cette énergie? Il faut l'extraire et qui s'en charge? Ce sont les cellules. Donc la première étape, c'est que le glucose entre dans les cellules. C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner quelques explications. D'accord. Qu'est-ce que l'amidon? Chaque petite sphère est une molécule de glucose. Ces chaînes de molécules forment l'amidon. Au centre, ces tourbillons bleus et blancs, ce sont des protéines spécifiques, des transporteurs de glucose. Oui. Et au milieu, c'est du glucose, la chose qui tombe. Ah, ces petits points rouges, c'est du glucose. Oui, c'est ça, c'est du glucose. C'est du glucose. Oui, Il pénètre dans la cellule oui, et ensuite c'est comme ça que le glucose fournit de l'énergie utilisable par les cellules. oui. Donc si je comprends bien, c'est comme si des livreurs à domicile livraient la protéine ici et par là. Ils enfourchent leur mobilette et filent entre les membranes pour livrer le glucose aux cellules. On peut voir ça comme ça, mais je préfère présenter les transporteurs de glucose comme une porte dans les centres commerciaux. D'accord. Vous voyez les portes tournantes? Eh bien, c'est une très bonne façon de se représenter les transporteurs de glucose. Ce processus est simple et il se répète en permanence. Cette petite machine tourne chaque seconde, D'accord. jusqu'à 1200 fois par seconde. Oui, mais dans le cerveau, c'est 6000 fois par seconde. On est la tête qui tourne. Mais vous voyez, quand ce phénomène ne se produit pas, qu'est-ce qu'il se passe? Les cellules ne sont pas approvisionnées en glucose. Ça provoque une maladie bien connue, le diabète. C'est ça la cause de cette maladie. Les transporteurs de glucose n'atteignent pas la membrane. C'est comme si vous aviez 1000 portes pour chaque membrane et que tout à coup, il n'y en avait plus que 10. Les transporteurs ne peuvent plus entrer. Oh, c'est effrayant. Vous comprenez mon explication? Tout à fait. Ça fait plaisir. Et vous autres, vous avez compris? Aujourd'hui, j'ai un peu trop parlé. Normalement, à cet instant de l'émission, notre invitée aurait déjà dû faire la moitié de sa présentation, alors que là, elle n'a même pas encore commencé. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes scientifiques. Je suis bavarde. Mais non, c'est un plaisir de discuter avec vous et nous en aurons à nouveau l'occasion plus tard. Maintenant, je vous laisse la parole. Applaudissements, s'il vous plaît, pour professeur Yanning. Merci. Donc, Sabening et moi, nous venons d'évoquer les transporteurs de glucose. Depuis 2 ans, quand j'évoque ce sujet avec d'autres personnes, par exemple, quand j'en parle à mon père, il pense tout de suite à autre chose qui n'a rien à voir. Je me suis rendu compte que mon travail quotidien, même pour un bon nombre de scientifiques, c'est un domaine qui est tout à fait étranger. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous faire partager une partie de mon monde à moi. Aujourd'hui, les concepts de valeur et de philosophie de vie sont très à la mode et je n'ai pas très envie de parler de ça avec vous parce que ce sont des sujets trop vastes. Dans la vie, mieux vaut ne pas se précipiter, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi nos soi-disant valeurs sont autant influencées aujourd'hui par la société ou par les opinions sur le web. Un jour, une étudiante est venue me demander « Madame Yen, j'ai réfléchi. Vous connaissez Andy, l'héroïne dans le feuilleton Ode à la joie? Elle travaille dans la finance et n'a sûrement pas un statut aussi élevé que le vôtre. Le travail qu'elle réalise n'est pas aussi important que le vôtre.
Mais regardez tout l'argent qu'elle gagne. Alors que vous travaillez d'arrache-pied tous les jours. Vous gagnez beaucoup moins qu'elle. Et en plus, elle peut s'acheter de beaux habits. C'était un peu dur à entendre. Et là, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit, « Vous trouvez qu'elle est plus heureuse que moi? C'est ça votre indication pour évaluer le bonheur ? Il y a une chose face à laquelle nous sommes tous égaux. C'est qu'en venant au monde, nous sommes tous condamnés un jour à mourir, n'est-ce pas? Nous finirons tous pareils, tous sans exception. Nous avons quelques décennies, voire un siècle à vivre. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel genre de vie vous vouliez vraiment? En ce qui me concerne, j'ai des plaisirs très simples. Tout à l'heure, quand j'ai parlé ou quand j'ai discuté avec Sabeni, vous avez pu vous rendre compte que je suis quelqu'un d'assez dynamique, n'est-ce pas? À l'école primaire, j'adorais jouer. Je ne faisais jamais mes devoirs à la maison. Je les finissais à l'école. Et à la maison, j'écoutais la radio. Mes parents ne me laissaient pas regarder la télé parce qu'ils craignaient que ça affecte ma vue. Donc, j'écoutais la radio assise sur mon lit. Et en même temps, je regardais le ciel étoilé. Oui, et quand j'étais face à un tel spectacle, je me demandais à quoi pouvait ressembler la vie à l'extérieur de l'univers. L'univers est infini. Mais qu'est-ce que c'est l'infini? Y a-t-il des limites? Je me posais des questions plutôt existentielles pour mon âge, et à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. C'est au collège que j'ai entendu parler des cellules pour la première fois, et ça a piqué ma curiosité. Je voulais savoir ce que c'était. Je suis sûre que vous tous ici, vous avez lu le roman « La pérégrination vers l'Ouest », n'est-ce pas? Et quel est votre personnage préféré? Pour beaucoup de belles-mères, c'est le personnage du cochon, n'est-ce pas? Mais pour la plupart d'entre vous, je suis sûre que c'est le roi singe qui peut transformer 72 entités. Quand je lisais ce roman, je me disais que s'il pouvait changer 72 entités, qu'il pouvait devenir tout petit, aussi petit qu'une molécule, et qu'il pouvait entrer dans nos cellules, que pourrait-il voir? En préparant l'émission d'aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que depuis le collège, j'avais très envie de savoir comment se comportaient les molécules à l'intérieur des cellules. Je voulais savoir comment ça se passait. Merci à la régie de bien vouloir passer à l'animation suivante. Regardez. Ce que vous voyez, c'est une partie de l'environnement interne de cellules. Et les sphères que vous voyez, ce sont des protéines. Et elles sont en rotation. On appelle ça l'ATP synthase. Ça nous sert à stocker l'énergie issue du glucose dans l'ATP. Mais je suis désolée de vous dire que cette animation est à 30% juste. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, on ne sait pas encore très bien comment fonctionne le monde cellulaire. Si on en savait beaucoup plus, alors moi je serais au chômage. Mais comme il existe encore plein d'inconnus, un grand nombre de scientifiques se penchent actuellement sur ces questions pour nous aider à mieux comprendre le monde moléculaire. En biologie structurale, j'essaie, quel que soit le niveau, de comprendre le fonctionnement des molécules. C'est la mission que je me suis fixée. Tout à l'heure, vous avez pu voir que les éléments en train de tourner, c'était les protéines. Elles nous donnent de l'énergie, interviennent dans le fonctionnement de l'organisme et déterminent notre niveau de santé. Si elles ne sont pas produites de façon adéquate, par exemple, s'il n'y en a pas là où il faudrait, ou si elles ne sont pas produites en grande quantité là où il en faut beaucoup, ou qu'elles ne se trouvent pas au bon endroit, ça provoque des maladies. Beaucoup de nos maladies résultent d'anomalies dans la structure et la conformation des protéines. Donc, nous, les scientifiques, quand tout va bien, notre travail est d'expliquer pourquoi. Mais en cas de problème, il faut aussi qu'on comprenne pourquoi. Et cela s'appelle rechercher la pathogénèse de la maladie. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des difficultés à comprendre ce que je dis? Apparemment non, n'est-ce pas? N'allez-vous pas imaginer que les scientifiques sont bien au-dessus de vous et qui parlent un langage incompréhensible, comme Einstein ou Newton? Ce n'est pas le cas. Mais nous faisons des recherches passionnantes et toujours plus approfondies sur la vie que nous menons quotidiennement. Les scientifiques veulent plus particulièrement comprendre les bases moléculaires de la vie. Nous vivons dans un monde magnifique. Pour revenir sur le sujet précédent qui était les femmes scientifiques, moi je suis plutôt contre cette appellation. Mais ces 2 dernières années, j'ai ressenti le besoin de commencer à en parler ouvertement. Je pense qu'en ce monde, il n'y a pas de véritable barrière.
si vous avez suivi une formation assez complète en licence et que vous arrivez en master et qu'après vous décidez de faire un doctorat, à mon avis, il n'y a pas de discrimination au niveau des sexes. En 2015, je suis allée en Suède pour participer à une conférence sur la biologie structurale, à laquelle ils avaient invité des scientifiques du monde entier. Sur place, quand j'ai regardé les intervenants, j'ai réalisé que la moitié d'entre eux étaient des femmes. Par le passé, j'avais organisé plusieurs conférences internationales pour lesquelles j'avais imposé une condition qu'on retrouve dans beaucoup d'autres conférences de ce genre. Il faut qu'il y ait au moins 20% de femmes qui interviennent. En Chine, dans les universités et encore plus dans le privé, la proportion de femmes à la tête de laboratoire est très faible. Mais en Suède, j'ai constaté que cette proportion atteignait les 50%. Donc, j'ai discuté avec mes homologues suédois et je leur ai dit que c'était incroyable qu'ils aient autant de femmes scientifiques. Et ils m'ont répondu, c'est normal, non ? Mais en fait, non seulement en Chine, mais aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, encore plus au Japon ou dans d'autres pays européens, la proportion de femmes scientifiques est très faible. C'est parce qu'elles n'en sont pas capables? Qui a été la première à obtenir le prix Nobel dans le domaine scientifique en Chine? Trou Youyou, n'est-ce pas? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que parmi les académiciens d'origine chinoise de l'Académie des sciences américaines, la proportion de femmes est plus élevée que celle des hommes. Je suis revenue à Tsinghua il y a 9 ans. Pendant 5 ans, j'ai assumé le poste de présidente du comité de sélection des étudiants en sciences de la vie pour leurs études en master. Lorsque nous organisions des entretiens, nous avons constaté que les filles réussissaient bien. Qu'il s'agisse de leurs connaissances, de leurs explications ou de leur charisme. Elles étaient vraiment douées. Mais plus tard, à l'étape postdoctorale ou au niveau des recherches indépendantes, où sont-elles passées? Qu'est-ce qui est arrivé, à votre avis? Pourquoi ai-je commencé à m'intéresser à cette question? Tout a commencé avec une de mes élèves. Elle était très douée. Pour moi, elle avait beaucoup de potentiel. Mais tout d'un coup, un jour, elle m'a dit qu'elle voulait arrêter ses études. Je lui ai demandé si c'était à cause de moi, si je lui mettais trop de pression. Elle m'a dit que c'était parce qu'on lui avait proposé un poste et qu'elle avait peur de ne plus pouvoir trouver de travail après. Alors je lui ai dit qu'elle était brillante, qu'elle obtiendrait bientôt des résultats. Elle m'a écoutée, elle a réfléchi et a trouvé que j'avais raison. Mais 3 jours plus tard, elle est revenue me dire qu'elle avait discuté avec sa famille et qu'ils pensaient que c'était mieux qu'elle commence à travailler, qu'elle quitte le labo et ses études de doctorat. Donc j'ai tenté de la convaincre à nouveau et elle m'a écoutée, comme ça 4 fois de suite. Et à la fin, j'ai dit, d'accord, je te soutiens dans tes choix. Mais je tiens à vous dire qu'elle avait le niveau pour publier une thèse en tant qu'auteur principal et qu'elle aurait dû obtenir son doctorat. Je vous avoue que franchement, ça a été une grande déception pour moi et pendant un bon moment. Je me suis demandé pourquoi. Voici ce que j'en ai conclu. Quand on commence ses études, on est jeune et insouciant. Il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Mais à partir du doctorat, quand vous continuez vos études, c'est à ce moment-là que vous fondez une famille. Les femmes, en plus, font des enfants. Il faut les élever et tout cela, c'est un obstacle supplémentaire dans la carrière des femmes. C'est pourquoi vous devez vraiment faire ce qui compte le plus pour vous. Récemment, voilà ce que je me suis dit. Et j'ai posté ça sur mon microblog Weibo. Quand on vous donne de l'argent, vous vous en servez pour consommer. Dans le monde animal ou le monde du vivant, il vous suffit de nourriture pour vivre. Mais qu'est-ce qui vous différencie les individus? C'est la trace que vous allez laisser après vous, ce que vous avez construit d'unique. En tout cas, c'est ce que je pense. Est-ce que vous direz la même chose dans 10 ans? Ça, je ne sais pas. Mais pour le moment, ce que je veux, c'est accorder de la valeur à mon existence. Je n'entends pas par là que vous devez absolument construire quelque chose à l'issue de cette émission. Mais ce que je voudrais, c'est que vous développiez votre propre indépendance d'esprit. Et ceci est valable aussi pour les étudiantes. Et que vous choisissez d'être mère au foyer ou alors employée de bureau, je n'y vois aucun inconvénient dans la mesure où c'est vous qui l'avez décidé, vous et rien que vous, sans avoir cédé à la pression familiale ou sociale. J'aimerais que chaque femme ait le courage de suivre son propre chemin et qu'elle sache vraiment de quoi elle a envie.
Donc, faites un travail sur vous-même. Et c'est sur le point que je m'arrêterai. Merci. Merci beaucoup. Vous regardez Magistral, bienvenue, c'est la première classe ouverte télévisée pour vous, les jeunes de Chine. Merci à tous, asseyez-vous. Personnellement, j'ai l'impression que les transporteurs de glucose de votre cerveau tournent des milliers de fois par seconde. Vous parlez très vite. Comme vous donnez régulièrement des cours, est-ce que vos élèves vous le disent? Madame, vous parlez trop vite et du coup, on a du mal à vous suivre. Vraiment? Quelles sont mes chances pour faire le même métier que vous alors? Vous seriez bien meilleur que nous. Bon, maintenant passons aux questions des jeunes. Professeur Yanning, concernant la recherche scientifique surnommée « affamer les cellules cancéreuses », est-ce qu'il y a une molécule qui peut être combinée à la protéine de sorte qu'elle perde la capacité de transporteur des gènes? C'est ce que vous vouliez dire? Cette personne a posé une question très pointue. Je vous remercie de m'avoir posé la question. J'avais oublié d'évoquer le sujet. Qui a posé cette question? C'est qui? Je vais vous expliquer le malentendu qu'il y a eu sur l'idée d'affamer les cellules cancéreuses. Parce que ce n'est pas vrai? Dans la communauté scientifique, on peut en parler de cette façon-là. Mais quand ceci devient un titre très médiatisé... Et que ça peut être applicable... En fait, ça a été mal compris. D'accord. Alors je profite de cette occasion pour vous expliquer pourquoi. Oui. J'ai dit que le glucose fournissait de l'énergie. Oui. Et que le glucose était le plus important fournisseur d'énergie dont le cerveau a besoin. Mais il y a aussi d'autres cellules hautement dépendantes du glucose qui sont les cellules tumorales. Quand il y a de l'oxygène, en biochimie, vous apprendrez qu'une molécule de glucose peut transformer plus de 30 molécules d'ATP. Mais en l'absence d'oxygène, une molécule de glucose ne peut pas produire plus que 2 molécules d'ATP. Donc vous devez consommer beaucoup plus de glucose. Donc à l'intérieur des cellules cancéreuses, les transporteurs de glucose sont particulièrement nombreux. Tout à l'heure, sur l'animation, vous avez vu à quoi ressemblaient les protéines. On ne peut pas intervenir. Mais on peut fermer les portes Oui. pour empêcher le glucose d'entrer dans les cellules cancéreuses, pour que les cellules cancéreuses n'aient plus d'énergie et meurent de faim. D'où le nom de cette idée reçue, affamer les cellules cancéreuses. Mais réfléchissez encore, parce que chaque cellule, et en particulier les cellules du cerveau, ont besoin de glucose. Alors comment affamer les cellules cancéreuses sans affamer les cellules normales? C'est là la difficulté, n'est-ce pas? Dans le domaine de la recherche scientifique, entre le début des recherches jusqu'à la phase de production pharmaceutique ou de l'administration d'une thérapie, tout cela prend 20 ans, voire beaucoup plus. Ce n'est pas si simple. La recherche est un long chemin et fastidieux. Merci à vous d'avoir posé la question. La question suivante est probablement posée par un étudiant en sciences. Que pensez-vous du fait qu'on ressente un fort sentiment de frustration dans le domaine des recherches scientifiques? Ce doit être un jeune. Je peux voir qu'il parle avec amertume et tristesse. C'est qui? Un fort sentiment de frustration. C'est moi. C'est qui? Vous travaillez dans le domaine de la recherche scientifique? Oui. En quelle année? Je suis en train de faire ma 3e année de doctorat. Hormis un tout petit nombre de chanceux, pour la majorité des doctorants en 2e et 3e année, vous éprouvez tous de grandes difficultés. Et parfois, je dis à mes élèves, et n'allez pas croire que je dis des phrases désagréables pour le plaisir, mais je leur dis, plus tôt vous connaissez l'échec et plus vite vous arriverez à rebondir. Et c'est un atout pour l'avenir. Oui, ça endurcit. Parce que plus tard ça arrive et plus on a du mal à l'accepter. Quand on est jeune, on encaisse mieux le coup. Vous êtes loin d'être la seule dans ce cas. Moi, j'ai connu l'échec il y a quelques années et aujourd'hui encore, je n'oublie pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis entrée au laboratoire pour mon doctorat, notre promotion est allée à Princeton et nous faisons ce que l'on appelle une rotation, c'est-à-dire qu'on passe 3 mois dans 3 laboratoires différents et à la fin, on choisit dans lequel on veut travailler. C'est en 2001 que j'ai choisi le laboratoire dans lequel je voulais faire mon doctorat. J'étais quand même sortie de la prestigieuse université de Tsinghua. Oui. Je vois que cette précision vous fait rire. Donc voilà, vu ma formation, je me disais que j'avais un bon bagage et les connaissances nécessaires. Et je suis quelqu'un d'assidu. Mais pendant cette année et demie, malgré mon travail, je n'ai rien produit d'extraordinaire.
Mais surtout, il y avait cet étudiant qui était entré au laboratoire quelques mois avant moi et qui était assis derrière moi. Il venait de l'université Fudan à Shanghai. Peu après être entré dans le laboratoire, a publié un article dans la revue scientifique américaine Cell, en tant que co-auteur avec un autre post-doctorant. Et un an plus tard, alors que moi j'étais encore en difficulté, il a publié un nouvel article en tant qu'auteur principal dans la même revue. J'ai vécu cela comme un échec cuisant. Et comme si ce n'était pas assez, notre directeur de thèse, qui n'était pas un fin psychologue, n'arrêtait pas de dire devant moi « Tu vois comme il est studio, il est très impliqué dans son travail. Regarde comme il a les pieds sur terre. » Je vois. Cette année et demie-là, ça a été vraiment la croix et la bannière pour moi. Mais à partir du 11 janvier 2003, cette date sera à jamais gravée dans mon esprit. Ce jour-là, je m'en rappelle bien, mon directeur de thèse m'a dit « Tu peux enfin faire tes propres expériences », parce que j'avais expérimenté toute seule quelque chose de complexe en biochimie, et le résultat a obtenu satisfaction. Lorsque vous êtes frustré, c'est parce que vous avez des attentes sur le niveau que vous voudriez atteindre. Mais en fait, quand nous commençons dans un nouveau domaine, nos connaissances sont encore limitées. Et il y a beaucoup de petites habitudes à acquérir. Nous disons souvent qu'il faut faire un travail de fond et ce processus prend beaucoup de temps. Ça peut prendre soit quelques semaines, comme ça peut prendre des mois, voire des années. Bizarrement, après cette expérience, je n'ai jamais échoué à aucune de mes expériences. Mais dans les expériences scientifiques, il y a forcément un pourcentage d'échecs et de réussite. Mais je pense que vous, les étudiants en sciences expérimentales, vous devez garder une chose à l'esprit. Faire en permanence attention aux détails, c'est... Imprimez bien ça dans votre tête. N'allez pas croire que c'est une question de QI. Non, c'est les détails qui font la différence. Et cela peut s'appliquer à toutes les autres professions. Moi, je travaille dans les médias depuis quelques années et quand j'observe les gens qui réussissent autour de moi, j'ai remarqué qu'à part leur haut niveau de professionnalisme, c'est qu'ils font attention aux détails et pas que dans leur travail. Aussi avec les gens de leur entourage, aux relations qu'ils entretiennent. Ils sont à l'écoute de leurs besoins et aux petits soins pour eux. Et c'est ce genre d'attention qui font la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Bonjour Madame Yen. Dans l'entreprise où je travaille, il y a environ 1300 personnes, mais il y a moins de 60 garçons. Waouh! Pourquoi vous dites que parmi plus de 1000 personnes, il y a seulement 60 hommes? Quelle est votre profession? Je travaille à l'hôpital de Beijing dans le département des maladies respiratoires et graves, dans l'unité de soins intensifs. Je suis infirmier. L'unité de soins intensifs, c'est-à-dire l'USI, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai écouté Madame Yen et j'ai une question à lui poser. Vous disiez que vous observiez l'évolution de la vie à travers les protéines et qu'à travers vos recherches, vous cherchiez la vérité sur la science de la vie. C'est l'objet d'une recherche commune. Oui, votre recherche. Pardon, mais est-ce que vous vous êtes déjà dit que plus vous en savez, eh bien plus ça fait peur? Quand j'ai commencé à prendre le diagnostic, après quand j'avais mal quelque part, je me demandais si je n'avais pas telle ou telle maladie. Quel regard vous portez sur la vie et la mort? Je pense que cela est lié à notre discipline. Et plus je fais de la recherche, plus je trouve que la vie est mystérieuse à mesure que j'essaie de la comprendre. Plus je me demande ce que c'est. Récemment, avec des amis, c'est le sujet que nous abordons le plus souvent, bien que je ne réfléchisse pas trop souvent à la question de la mort. J'essaie plutôt d'utiliser mes compétences pour apporter des changements. Par contre, je me demande dans quelle direction va toute cette énergie, ces transformations de substances et tous les effets qu'ils produisent. Dans quelle direction va toute cette évolution? Le monde du vivant n'est-il pas lui-même un système dérivé? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène sur notre planète, alors qu'aujourd'hui, on projette de coloniser Mars, une planète où il n'y a pas d'oxygène. Donc, à l'origine, il n'y en avait pas non plus sur Terre, mais le monde du vivant a modifié notre atmosphère pour avoir la planète bleue que nous connaissons aujourd'hui. Donc, quand vous voyez tout ça, parfois, plus je fais de la recherche et plus ça me rend humble, mais je me sens toute petite. Quand un scientifique regarde le monde de cette manière, je trouve que ça l'aide dans ses recherches. Par contre, si vous êtes médecin ou infirmière, surtout en unité de soins intensifs, et que vous êtes trop préoccupé par les questions de vie et de mort, ça vous empêche de faire correctement votre travail.
Non, c'est parce que déjà quand je faisais mes études, j'y pensais, mais maintenant... Tout à l'heure, vous ne disiez pas que vous inquiétiez quand vous tombiez malade. Dans ma discipline, nous n'étudions pas beaucoup les maladies. Mais quand il y en a une, je me demande toujours quelle molécule est à l'origine. Qu'est-ce qui fait que les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient? Je veux savoir pourquoi la machine est tombée en panne. Vous avez posé beaucoup de questions, mais vu que vous travaillez en service de soins intensifs, eh bien, je voudrais connaître votre avis précisément sur la mort. Au sujet de la vie et de la mort, je partage tout à fait le point de vue de Madame Yen. Tant que nous vivons, il faut mener une vie de qualité. Elle a dit également qu'il fallait rester fidèle à soi-même et ne pas se laisser influencer par l'opinion des autres. Faire ce qu'on aime, c'est ça qui nous rend heureux. Bonjour Madame Yen, voici ma fonction. Tout à l'heure, quand Monsieur Sa vous a appelé femme scientifique, ça m'a vraiment énervée, car je suis confrontée au même problème. Je viens d'une ville côtière du sud de la Chine où les mentalités sont encore très macho. Les familles ne veulent avoir que des fils et mes parents ne voulaient pas que je devienne ingénieur. Ils préféraient que je fasse du droit ou que je travaille dans l'administration. Si je ne regardais pas la télévision et ne discutais pas avec les autres, je ne saurais même pas à quel point je suis chanceuse. Mes parents veulent seulement deux choses pour moi. Que je sois en bonne santé et que je sois heureuse. C'est tout. Ils m'ont donné beaucoup de liberté, donc je considère que j'ai eu de la chance. Je profite de cette occasion pour remercier mon père et ma mère. Beaucoup de femmes en Chine n'ont pas eu la même chance que vous. Nous vivons à une époque qui est loin d'être évidente. Moi, je me bats constamment avec mes parents. J'espère qu'ils regarderont cette émission et qu'ils me comprendront, qu'ils comprendront ce que je fais. Ne m'appelez plus femme entrepreneur ou femme technicienne. Je suis simplement une fan de technologie. Vous savez pourquoi j'ai accepté de participer à votre émission aujourd'hui? Vous savez quelle est la grande différence entre le professeur Zhaoyi et moi? Zhaoyi veut être sous le feu des projecteurs, alors que moi, pas du tout. Plus tard, j'ai réalisé que ce n'était pas juste pour faire mon show, mais une façon de prendre ses responsabilités. Comme vous l'avez dit, j'ai eu de la chance. Mais que ce soit à différents niveaux, il faut que la société voit de plus en plus de femmes réussir. Les femmes sont tout aussi capables. C'est ce que j'appelle les femmes indépendantes. Chacun ses points forts, mais il n'y a pas de différence fondamentale dans certains domaines entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'il faut avoir des gens qui aient le courage de prendre la parole publiquement. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici aujourd'hui, pour dire aux femmes, vous devez faire preuve de courage. Vous n'êtes pas seules. Mais si vous arrivez à faire changer vos parents d'avis, vos aînés et tous ceux qui ont des idées traditionnelles, alors des changements se produiront. Et je pense que ça en vaut la peine. Et ce processus est très lent. Maintenant, vous savez tous que je viens de Princeton University, qui fait elle-même partie de la prestigieuse Ivy League, qui pourtant a attendu les années 70 pour commencer à recruter des étudiantes en licence. Cela montre à quel point le chemin est long et que ça relève de la responsabilité de chacun d'agir dans ce sens-là. Vous disputez encore avec vos parents à ce sujet-là? Oui, et sur le fait qu'ils veulent que je me marie vite. Eh bien, dites-leur que vous voulez vivre comme vous l'entendez, car après, c'est à vous d'assumer les conséquences de ces choix. Une professeure très respectée, Madame Wang Zhezhen, a dit lors d'un discours qu'elle donnait à Tsinghua que quand elle était jeune, elle n'avait jamais entendu parler du débat. Choisir entre se marier ou travailler. Elle se demande pourquoi, au XXIe siècle, cela est devenu un véritable débat. Qu'est devenu l'esprit d'indépendance des femmes? À vous de choisir ce que vous voulez. Faites les choses pour vous-même et non pas pour les autres. C'est comme ça que vous serez heureuse. Bravo, bien dit. Vous ne pensez pas qu'un homme a plus de pression de la part de la société et de son entourage? Comme disait cette femme, la coutume favorise peut-être les hommes. Mais si elle insiste pour faire le métier qu'elle veut, même si ses parents s'y opposent dans un premier temps, à la longue, ils vont finir par arrondir les angles ou céder. Par contre, si elle a un frère aîné ou cadet qui veut faire un métier qui ne plaît pas à ses parents, je pense qu'ils vont tout faire pour l'en empêcher. Oui, mon frère a passé un concours administratif. Et c'était ce qu'il voulait faire?
frère? Non, il avait étudié la biologie, mais après, il a fait quoi? Il a passé un concours de la fonction publique. Oui. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes actuellement plutôt satisfaite, car vous faites à peu près tout ce que vous voulez, alors que votre frère a dû céder à la pression de son entourage et faire un métier qu'il n'aime pas. Elle a soulevé un point assez intéressant. En apparence, on dit souvent que les femmes sont défavorisées dans de nombreux domaines et qu'elles ne peuvent pas mettre en valeur tout leur potentiel dans... Vous voulez dire que les parents ont plus d'attentes envers les garçons? Oui. Et vous pensez que... Je pense qu'à cet égard, les filles ont plus de liberté dans leur choix. Oui, mais Madame Yen n'a pas l'air d'accord. La discussion d'aujourd'hui m'a aidé à faire évoluer mon point de vue. Après tout, je communique généralement avec un groupe restreint de personnes. Mais d'un autre côté, je pense souvent à la phrase suivante. Si j'ai un talent particulier, je dois le développer. Inutile de chercher à renforcer ses points faibles. Si je suis plus intelligente que vous, c'est vrai que je vous mets la pression, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas obligés d'être forts dans tous les aspects, après tout. Ce qu'on recherche, c'est de donner un sens à sa vie, ou bien de savoir ce que l'on veut réellement accomplir. Et lorsque vous avez assez confiance en vous, je pense que les autres vont vous admirer aussi. Quand j'ai appris que le sujet de votre discours était « Où sont passées les femmes scientifiques ?», eh bien, je me suis dit que ce serait un sujet difficile à aborder parce qu'il y aurait trop d'aspects scientifiques et qu'on ne pourrait pas tout couvrir en une seule émission. Mais j'espère tout de même qu'à travers l'allocution que vous nous avez faite aujourd'hui, un plus grand nombre de personnes seront sensibilisées à ce sujet et qu'elles pourront développer leur propre point de vue, car c'est essentiel. Monsieur Sa, Madame Yen, bonjour. Je viens de l'Université normale de Beijing. Pendant l'allocution de Madame Yen, en tant qu'étudiant S-lettres, j'ai relevé quelques détails. Vous avez commencé votre discours en faisant allusion à un roman très célèbre qui s'appelle « La pérégrination vers l'Ouest ». Et ce personnage peut se transformer en quelqu'un de toute petite taille et cela vous a aidé à penser différemment. La littérature vous a aidé à aborder la science sous un autre point de vue. J'ai consulté votre microblog et l'auteur contemporain que vous préférez, c'est Jin Yong. Et je trouve ça plutôt paradoxal car lorsqu'on analyse son œuvre littéraire, on peut constater que la vision qu'il a des femmes n'est pas particulièrement glorieuse. Oui, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup Jin Yong. Mais après mon retour en Chine, je n'arrivais plus à le lire car je ne percevais plus la logique. Parce que ces romans parlent tous d'un héros qui tombe dans une caverne, découvre un classique de kung-fu, reçoit les forces de l'autre et devient invincible. Oui. C'est vrai qu'elle n'a pas tort. Et puis Yang Guo est avec 3 filles, dont la surnommée fille dragon. Vous avez vu le triste sort qu'il a réservé à l'une d'entre elles? Oui, les personnages féminins sont abandonnés. Plus je le lisais, plus ça m'énervait. Vous passez beaucoup de temps à faire des expériences, non? J'ai lu sur votre fiche de présentation que vous passez 14 heures par jour au labo. Donc il reste encore 10 heures, non? Mais beaucoup de choses que vous dites, vraiment? J'ai une bonne mémoire. Vous êtes super forte. Hein. Pendant longtemps, la parole était donnée exclusivement aux hommes. Mais actuellement, dans des feuilletons comme Ode à la joie, par exemple, les choses sont de plus en plus présentées du point de vue féminin, avec des étiquettes qu'elles collent aux hommes. Que pensez-vous du fait que la parole des hommes soit de moins en moins entendue? Vraiment? Dans ce cas, il nous faut réfléchir aux différences qui persistent entre les hommes et les femmes, qui sont héritées des sociétés agricoles ou industrielles. Il est clair que les hommes et les femmes n'ont pas la même force. Mais aujourd'hui, les femmes jouissent d'une indépendance financière de plus en plus importante, ce qui leur donne le courage de prendre leur destin en main. Mais ça n'est pas valable uniquement pour les femmes. Ça implique à n'importe quel individu. Par exemple, vous êtes un homme et ce que vous voulez, c'est faire de la recherche ou autre, mais vos parents ne vont pas approuver votre décision. Nous sommes confrontés en permanence à beaucoup de pression et de choix à faire. Mais il y a des niveaux de stress différents. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, mais mon discours ne s'adresse pas qu'aux femmes. Ça s'adresse à tout le monde. C'est ce que je tenais à préciser. Je vois que la moyenne des gens du public est autour de la vingtaine. Vous avez encore beaucoup d'années à vivre, vu les progrès que la science a réalisés. Et le meilleur moyen de faire bon usage de ce temps qui vous est imparti, c'est de prendre conscience à quel point vous êtes géniaux, de vous rendre compte de votre valeur. Bonjour Madame Yen, je suis doctorant en première année, dans une faculté à côté de la vôtre. Pour moi, que ce soit une illustre femme scientifique comme vous par exemple, ou moi, un chercheur scientifique ordinaire, nous avons tous notre part de responsabilité dans la vulgarisation de nos connaissances envers le public. Mais en règle générale, les gens ne comprennent pas vraiment ma discipline.
Ils me demandent ce que je fais et je leur dis que je fais de la biologie. Mais peu importe la façon dont je présente les choses, les gens ne comprennent pas vraiment, quelle que soit la façon dont je leur explique. Par exemple, le GLUT1. Vous avez expliqué ce que c'était en 2014, mais quand les médias se sont emparés du sujet, ils l'ont expliqué de travers. Vous ne pouvez pas critiquer les médias. Vous croyez qu'on est à côté de la plaque? Vous croyez que je n'ai pas compris ce qu'a dit Madame Yen? Peut-être qu'à l'époque, On n'est pas si bête, vous savez. les titres des informations donnent l'impression à la communauté scientifique que les médias ont l'intention de faire le buzz afin d'augmenter le nombre de clics. Oui. Comment pouvons-nous, nous les chercheurs scientifiques, mieux véhiculer les idées scientifiques et les connaissances de pointe au grand public? Eh bien, voici là une excellente question. Moi-même, je n'ose pas faire la vulgarisation scientifique, car pour ce faire, il faut maîtriser le langage des gens ordinaires. Oui. Souvent, j'ai l'impression que ce que je dis est clair quand je parle de transporteurs de glucose, de membranes, de séquences génétiques, etc. Pour nous, c'est... Des choses de base. J'utilise ces termes tous les jours, mais comment faire quand l'écart se creuse entre les spécialistes et non spécialistes? Je pense qu'en fait, ce n'est pas à nous de faire ce travail, mais à la presse scientifique de s'emparer de ces sujets et qu'à l'avenir, les médias devront diversifier leurs horizons pour couvrir différents types de sujets. Personnellement, je vais considérer la question. Il y a toujours une chose que je demande aux scientifiques qui ont participé à cette émission, c'est est-ce que vous pouvez expliquer simplement en quelques phrases le sujet de votre recherche? Je reconnais que c'est une façon assez grossière de poser la question. Donc, à partir de maintenant, j'ai décidé que si nous invitons d'autres scientifiques à l'avenir, je ne leur demanderai plus de nous résumer en quelques phrases l'objet de leur recherche, pour qu'on comprenne rapidement de quoi il s'agit. Je ne poserai plus une question comme ça. Là, vous remontez tout de suite dans mon estime, monsieur Sa. Allez, à vous, Liu Yifang. Bonjour, je suis étudiant à l'université de Tsinghua et j'ai fait plus de 5 ans de recherche sur l'énergie solaire dans un labo, jusqu'à ce que nous trouvions le moyen d'appliquer notre technologie. Ensuite, on a commencé à nous engager dans la mise en œuvre de l'innovation technique en créant une start-up. Mais quand j'ai commencé à gérer l'entreprise, beaucoup de gens m'ont dit qu'il valait mieux que j'ai d'abord mon diplôme de doctorat, ce qui représenterait pour moi une garantie minimum. Or, l'entreprise doit disposer d'une capacité de recherche et de développement durable pour maintenir son statut d'avant-garde. Alors, dois-je poursuivre mon doctorat ou pas? Dois-je retourner au laboratoire, renoncer à ma société et continuer à faire des recherches? Merci. Merci. Chers confrères, la question que vous posez en réalité est quelle importance la société accorde-t-elle à l'éducation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle valorise le plus, vos compétences ou vos diplômes? Chacun a ses points forts. Pour moi, il faut savoir comment vous positionner et je crois que vous avez déjà la réponse. La vraie question est qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, alors comment faire? Entre gagner de l'argent et parier sur la science, qu'est-ce que vous préférez? En fait, ce que je veux le plus, c'est que les résultats de mes recherches scientifiques puissent être appliqués, que notre nouveau type de panneau solaire puisse être vulgarisé dans des projets existants. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Je pense que pour lui, il vaut mieux ne pas retourner au labo. En général, je ne donne pas de conseils aux adultes. C'est à vous de faire vos propres choix, car après, vous devrez en assumer la responsabilité. Je pense personnellement que le sujet de votre discours d'aujourd'hui donne lieu à un débat qu'on ne peut couvrir que partiellement en une seule émission. À mon avis, la vraie question c'est où sont passés les scientifiques? Pas seulement les femmes scientifiques, car j'ai bien peur qu'à l'avenir, les hommes scientifiques soient aussi de moins en moins nombreux, si nous ne sommes plus aussi intéressés par la science ou par le sens de notre propre existence. Les sujets que les médias présentent aux jeunes d'aujourd'hui sont plutôt comment bien préparer son avenir, vers quel domaine s'orienter. C'est surtout de ça qu'il est question dans les médias. Aujourd'hui, les gens ordinaires, avec nos esprits de mortels et nos yeux de mortels, nous devons aussi explorer les mystères du monde. Je pense que c'est la plus grande récompense que la vie peut nous offrir. Donc, espérons que de nombreux enfants obtiendront une telle récompense en élucidant de nouveaux mystères. Allez. Applaudissements encore une fois pour Madame Yen, pour l'excellent discours qu'elle nous a donné aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup.